Vous qui avez osé troubler la sérénité de ces lieux, aurez-vous le courage de franchir la porte de cette maison? Vous n'avez rien à craindre, chers amis. Allez, entrez. J'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Du jour de l'ouverture jusqu'en 2018, Phantom Manor de Disneyland Paris ne cesse de m'obséder. Lors de la rénovation de 2019, de nombreuses références ont été supprimées et d'autres ajoutées, sans pour autant qu'une histoire très précise nous soit dévoilée. Meurtre, malédiction et sorcellerie semblent œuvrer à Thunder Mesa. Mais c'est en creusant que je découvrais qu'à la fin des années 80, plusieurs acteurs qui travaillaient dans l'attraction Walt Disney World avaient commencé à créer des biographies des habitants du manoir. Il faut attendre 1998 pour que l'ancien acteur R.C. Loveland, auteur de certaines de ces histoires, publie l'intégralité du document. Je décidai alors de découvrir les différentes versions de l'attraction autour du monde pour mieux en comprendre l'univers. Mais c'est en passant de nombreux jours à Frontierland, mais aussi en épluchant toutes les sources créées autour des attractions, que j'ai pu retracer les événements. Ces sources comprennent les détails cachés de l'attraction, les journaux distribués à Frontierland, les documentaires, les livres, les biographies créées par les acteurs et enfin les films. Avec tous ces éléments, je pense pouvoir vous dévoiler la véritable origine du mal qui frappe Thunder Mesa et qui n'est pas celle que l'on croit. Une théorie autour d'un personnage machiavélique. Avant tout, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers de tout Frontierland à Disneyland Paris, du film Le Manoir Hanté et des maisons hantées dans les parcs Disney autour du monde. L'attraction française étant la base de toute l'histoire et du terrible personnage que vous ne tarderez pas à découvrir. Nous sommes en 1849 et tout commence avec une rumeur sur la découverte d'une pépite d'or aux abords d'une montagne et non loin du fort Comstock. La première tour de ce fort était autrefois utilisée par le département de l'intendance de la cavalerie des États-Unis pour stocker des rations et du matériel. C'est dans cette même tour qu'un vieux prospecteur y poursuit sa quête de l'ultime pépite d'or suite à cette rumeur. Rumeur qui fait d'ailleurs venir aussi de nombreux visiteurs en quête d'aventure et de richesse comme Davy Crockett, un célèbre trappeur légendaire, et Buffalo Bill Cody, la légende du Far West. La deuxième tour abrite un entrepôt rempli de matériel, avec le shérif William Ketchum, qui veille sur la sécurité du fort et qui garde, lui aussi, une pépite d'or. Il faut savoir qu'à cette époque, en dehors de cette bâtisse, il n'y a rien à part un petit campement d'Amérindiens pacifiques qui vivent en harmonie avec la nature, vendent des objets artisanaux et honorent les esprits protecteurs, dont celui de l'oiseau tonnerre. Cette divinité, qui vivrait au cœur de la montagne sacrée, protégerait la région contre ceux qui tentent de perturber l'équilibre naturel. Et un seul homme mettra en danger cet équilibre. Cet homme, c'est Henry Ravenswood. Henry Ravenswood est un riche prospecteur de l'Ouest américain. Attiré par la rumeur et malgré les mises en garde, il décide de creuser dans la montagne afin d'en exploiter ses richesses et provoque ainsi la colère de l'oiseau tonnerre. Henry fait alors construire une grande et majestueuse demeure en haut de la colline de la Botte, le manoir Ravenswood. Le prospecteur est marié à Martha et a une fille nommée Mélanie. Le bonheur règne dans la famille et les affaires sont florissantes. Mais peu de temps après, Henry Ravenswood s'assombrit, sans que personne, amis, domestiques, ni même sa famille ne puisse comprendre pourquoi. Il devient taciturne et se met en colère pour peu de choses. Un jour, un étrange nuage vient ternir le cadre idyllique de la colline de la Botte, un nuage ayant la forme d'un spectre. Serait-ce lié à la malédiction de l'oiseau tonnerre, ou la profanation du cimetière indien sur lequel est construite la maison, ou encore à l'arrivée d'une certaine Madame Léota, une voyante dont on trouve des affiches sur les palissades et journaux. Henry se dispute constamment avec sa compagne Martha pour tout et n'importe quoi.
Un jour, il provoque en duel un homme pour un simple différend. Ce duel prend une tournure funeste lorsque Ravenswood triche et abat son adversaire d'un tir traître dans le dos. Mélanie atteint sa majorité tout en devenant convoitée par de nombreux prétendants dont Ignatius Knight, fabricant de dynamite et responsable des mines. Henry, tout à coup devenu très possessif, refuse que sa fille épouse cet homme. Personne ne comprend d'ailleurs pourquoi, car Ignatius Knight est un très bon parti et son amour est sincère. Mais Henry Ravenswood n'y entend rien, sa fille ne l'épousera jamais. Le malheureux meurt quelque temps après dans un accident à l'intérieur d'un des boyaux de la mine. L'allumette qui servait à allumer sa pipe aurait provoqué un incendie et mis malencontreusement le feu au bâton de dynamite. L'affaire est bouclée par le shérif. Mais cela ne trouble en rien le prospecteur, qui continue de faire fortune grâce à la découverte d'une nouvelle riche veine d'or dans la montagne. Avec cet or, il fonde la ville de Thunder Mesa. Fleurissent alors de nombreuses infrastructures et commerces. Le saloon Lucky Nugget, ouvert par l'excentrique Diamond Lil, qui eut la chance de trouver une pépite d'or aux abords de la montagne. Le Last Chance Café, où se retrouvent les mineurs qui travaillent pour Ravenswood. Le Silver Spur Steakhouse, qui lui est réservé aux voyageurs de passage, à condition qu'ils en aient les moyens. Car nombreux sont les visiteurs qui arrivent par le fameux Mark Twain ou Molly Brown, dont les 3 ponts sont accessibles aux passagers pour mieux contempler la ville en expansion, aux grandes dames de Beacon Joe, un pêcheur. Cette ville, le capitaine du Mark Twain, Rowan D. Falls, la connaît bien, et a plaisir d'y accoster pour passer du temps avec la jeune Mélanie. Quelque temps après son arrivée, et selon la justice locale, Rowan tombe mystérieusement dans une chute d'eau. Celui-ci était pourtant un spécialiste de la navigation en rivière. L'affaire est classée. Pour faire oublier les racontards, Henry lance la construction du Cowboy Cookout Barbecue, une salle des fêtes locale où chacun apporte de quoi festoyer, pour se retrouver ensuite au Chaparral Theater, qui accueille les spectacles itinérants des orchestres et danses du folklore américain. Et pour superviser les travaux, il fait appel à Sawyer Bottom, qui est le propriétaire de la scierie de Thunder Mesa. Celui-ci tombe rapidement amoureux de Mélanie. Il meurt lui aussi, quelque temps plus tard, coupé en deux par sa scie. L'affaire est une nouvelle fois classée. Malgré les mystères et les accidents, Thunder Mesa est une ville plus que prospère au cœur de l'Ouest américain. Alors que les mines d'or de Big Thunder Mountain attirent les chercheurs de fortune, une autre ressource précieuse commençait à émerger, le pétrole. Et c'est un certain Barry Claude, le propriétaire d'un site pétrolifère, comme l'indiquent les cheminées de puits derrière lui, qui en assure le rendement. Barry Claude finance l'expansion et le réaménagement du réseau ferroviaire de Thunder Mesa pour d'abord faciliter le transport du pétrole, puis par la suite faire venir d'autres colons vers le Frontierland Depot, tous attirés par cette ville prometteuse. Barry Claude devient rapidement un prétendant à la main de Mélanie Ravenswood. Le dossier raconte que le malheureux fut pourchassé par un ours avant d'être dévoré vivant. L'enquête fut elle aussi close. 4 malheureuses affaires qui à ce jour restent inexpliquées. Un jour, si on se fie à la première version de l'attraction, alors que Mélanie se promène aux alentours de la demeure, elle fait la connaissance de Jake Evans, le contremaître de la mine. Amoureux de Mélanie, il découvre le sinistre destin des 4 précédents prétendants. Le couple décide alors de garder leur relation secrète, de se marier et de partir loin de Thunder Mesa. Mais Henry Ravenswood découvre rapidement le secret des 2 amants et s'oppose catégoriquement au mariage. Il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'un terrible événement arrive. Mélanie le sait et prévient son bien-aimé du risque qu'il encourt. Une idée leur vint alors, dénoncer le père aux forces de l'ordre une bonne fois pour toutes. Mais celui-ci décide alors de mettre en place un plan plus terrible encore. Il installe un sceau, qu'il appelle le sceau du destin, et dont la devise est Num Omnis Moriar, qui se traduit du latin par « Je ne mourrai pas complètement ». Et c'est à quelques jours du mariage qu'une grande catastrophe frappe Thunder Mesa. Ce jour-là, un puissant tremblement de terre ravage en grande partie la mine et cause de nombreuses pertes humaines. Et croyez-moi, ce n'est pas l'œuvre de l'oiseau tonnerre comme certains le pensent, ou d'un accident involontaire, mais bien celle d'Henry Ravenswood pour éliminer Jake Evans. Et pour en avoir le cœur net, il faut aller du côté des embarquements de Smuggler's Cove, situé juste à côté d'un petit village indien. Nous découvrons qu'une caisse de dynamite a été volée. L'explosion crée un tremblement si important qu'une faille envoya une partie de Thunder Mesa dans un ravin, tuant entre autres le maire Artemus L. Hector, Martha et Henry, ainsi que des miniers qui creusaient dans la mine numéro 39. Aujourd'hui, on appelle cette faille Phantom Canyon. Quoi qu'il en soit, le jeune homme visé échappa à la catastrophe. Les parents et époux Ravenswood reposent aujourd'hui dans le cimetière de la colline de la Botte.
Sur ces dernières, il est inscrit « Après querelle et dispute en tant que mari et femme, il repose maintenant en silence ». Si les temps sont durs pour Mélanie, le futur mariage avec Jake semble apporter un peu de lumière dans sa vie. On immortalise ce joli souvenir, mais une menace semble planer dans cette représentation du bonheur. Une menace ayant la forme d'un spectre. Juste avant l'heureux événement, Jake est attiré par un étrange convive dans une chambre secrète du manoir. Le jeune homme disparaît aussitôt et n'est à ce jour jamais retrouvé. Les convives, habitants de Thunder Mesa, périrent également dans le manoir. Mélanie parcourt le manoir de long en large afin de retrouver son bien-aimé, sans jamais ôter sa robe de mariée ni laisser tomber son bouquet. Les années ont passé. À l'intérieur comme à l'extérieur, le manoir est délabré. Les jardins, autrefois magnifiques, sont tombés en ruine. À l'intérieur, la poussière et des toiles d'araignée recouvrent chaque centimètre carré. Démons et fantômes se réjouissent et dansent. Qu'elle soit vivante ou non, la pauvre Mélanie n'a jamais vraiment quitté le manoir en ruine et termine folle. Le manoir Ravenswood devient alors le Phantom Manor. De nouveaux visiteurs viennent admirer le manoir et espèrent rencontrer la veuve. Rapidement, le mystérieux convive refait surface sous la forme d'un horrible fantôme qui hante le manoir. Ce fantôme n'est autre que Henry Ravenswood. C'est bien lui qui a tué les convives du mariage en les empoisonnant et qui a tué Jake Evans. Mais finalement, qu'est-il vraiment arrivé à cet homme? Pourquoi ce comportement soudain et qui a donné lieu à toute cette tragédie? Et c'est en revenant sur le sceau du destin et sur la recherche d'une tombe en particulier que je saisis. Tous les habitants du manoir sont tous présents au cimetière de la colline de la Botte. Toutes sauf deux. Celle de Madame Léota et celle de Jake Evans. D'après mes recherches dans les biographies créées par les acteurs des attractions, Madame Léota était une voyante née dans les marais de Louisiane. Elle vécut en femme amère, acariâtre et très sournoise. Les villageois la fuyaient. Cette femme, on la retrouve bien dans le manoir Ravenswood. Elle invoque les créatures les plus terribles. Des 12 coups de minuit aux matines sonnantes, nous valserons ensemble. Eh bien, je pense que cette femme est en réalité à l'origine du mal de Thunder Mesa. Dans les attractions de Disney World aux USA, on la retrouve en 1862, cette fois-ci à la Nouvelle-Orléans sur la côte est des États-Unis, comme diseuse de bonne aventure dans sa roulotte. Elle escroque de nombreuses personnes jusqu'au jour où elle rencontre George Gracie. Elle emménage dans son manoir au grand désespoir de sa femme Lillian Gracie. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que celle-ci meure pendue à une corde. Après un long deuil, George se marie avec une certaine Emily Cavanaugh, née de riches parents de Rhode Island. Là encore, on la retrouvera asphyxiée dans une malle. Léota dévoile son plan à George d'utiliser le manoir comme portail vers un autre monde et faire appel à des esprits. Mais Gracie refuse qu'elle fasse cette folie. Il est retrouvé pendu le lendemain. Malheureusement, Léota ne peut hériter du manoir qui revient à un certain George Hightower. Avec le peu d'argent qu'elle avait, Madame Léota ouvre une petite boutique du nom de Memento Mori, qui signifie en latin « Souviens-toi que tu vas mourir », qui n'est pas sans rappeler celle du sceau du destin. On peut y voir un portrait où elle est représentée comme diseuse de bonne aventure, mais une lumière différente projetée sur la toile nous permet de voir une toute autre vérité, magie noire et occultisme. C'est ici qu'elle fait la connaissance de Constance Hatchaway en 1868. Et c'est aussi à cette même période qu'une nouvelle vague de crimes va être commise. Constance accède à la richesse en décapitant les uns après les autres ses riches maris. Ambrose Harper, Frank Banks, le marquis de Dooms, Reginald Kane et enfin George Hightower, qui est sa dernière victime en 1877. Constance hérite alors du fameux manoir Gracie. Aucun soupçon ne pesa sur elle faute de preuves, mais elle meurt mystérieusement peu de temps après le dernier meurtre dans le grenier du manoir. L'attraction se finit sur ce dernier drame. C'est un membre de la famille Gracie, William Gracie, qui en fait l'acquisition. C'est ensuite le film Le Manoir hanté de 2023 qui nous dévoile la suite de l'histoire.
Madame Léota se rapproche alors de ce William Gracie qui la démarche pour essayer de contacter l'esprit de sa défunte épouse, emportée par la fièvre jaune. Ces séances quotidiennes permettent alors à Léota d'invoquer des centaines de fantômes de tous les pays et de toutes les époques dans le manoir. Malheureusement, une entité maléfique, celle d'un certain Alistair Crump, apparaît et trompe William Gracie en le poussant à se suicider. Puis cette entité emprisonne Léota à l'intérieur de sa propre boule de cristal. Enfermée dans un coffre, elle attend de pouvoir être libérée. Depuis, Léota se manifeste alors d'une boule à une autre, comme des portails et dans toutes les demeures où elle a vécu, le Phantom Manor, le manoir Gracie et bien d'autres encore. Elle invoque les âmes perdues et fantômes à festoyer auprès d'elle durant des siècles. À la lumière de toutes ces histoires, celles de George et William Gracie, de Constance Hatchaway ou encore de Henry Ravenswood, nous pouvons mieux percevoir la culpabilité de Madame Léota. Tous ont probablement été sous l'emprise de la sorcière, ce qui expliquerait ce changement brutal de comportement chez Ravenswood. Tous ont également probablement passé un pacte avec elle, un pacte de richesse ou de protection pour réaliser leur meurtre sans être inquiétés par les autorités. La voyante accorda les souhaits de chacun dans l'espoir d'acquérir sur le long terme les demeures. Et si nous sommes bien attentifs, nous verrons des similitudes entre chaque personnage, comme avec le spectre d'Alistair Crump et celui d'Henry Ravenswood, ou encore Mélanie et Constance. Mais une énigme reste toujours sans réponse. Rappelez-vous, en 1860, qu'est-il arrivé à Jack Evans, l'amoureux de Mélanie Ravenswood? Je décide alors de revenir au Phantom Manor pour élucider ce mystère. Je découvre alors la fameuse crypte où les 4 prétendants gisent, Ignatius Knight, Rowan D. Falls, Sawyer Bottom et Barry Claude, mais aucune trace de celle de Jack Evans. Je cherche alors le moindre indice, la moindre faille. Où pouvais-je trouver son cadavre? Je cherchais en vain quand je vis Henry Ravenswood creuser un trou dans le cimetière et proposer plus loin de m'enfermer dans une des tombes. Voilà la clé. Je file à toute vitesse dans le cimetière à la recherche de ce pauvre Jake, mais aucune tombe ne lui est dédiée. Aucune sauf une, sans aucune inscription. Mais en tendant l'oreille, on peut entendre des coups sourds. C'est ainsi que je compris comment Henry Ravenswood en avait fini avec Jack Evans, de la même manière qu'il voulait que je finisse, enterré vivant. Madame Léota avait réussi son coup, en offrant pas seulement ses services à ceux qui cherchaient des réponses dans les cartes, les runes ou les étoiles, mais aussi à ceux en quête de richesse, d'amour ou d'un pouvoir qui s'accompagnait inexorablement d'une terrible malédiction. Une malédiction lui permettant de ne jamais être seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'en profite toujours pour remercier chaleureusement nos abonnés et nos tipeurs qui nous suivent depuis le début et nous soutiennent. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine théorie.